Bonjour à tous et bienvenue. Ce jeudi 1er juillet, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur 3 points, la situation sécuritaire générale, la lutte contre l'orpaillage illégal et l'évolution de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. C'est le sujet de ce numéro de Ça fait l'actualité. Je vous propose d'écouter le ministre Fidel Sarasoro, secrétaire du Conseil national de sécurité. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 1er juillet 2021 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de l'analyse faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction que depuis sa dernière réunion du 27 mai 2021, la situation sécuritaire est généralement calme sur l'ensemble du territoire. Cependant, cette situation a été marquée par 2 événements majeurs que sont l'attaque de la localité de Tougbo, située dans le département de Bouna et frontalière du Burkina Faso, par des individus armés non identifiés le 7 juin 2021 qui a causé la mort d'un militaire ivoirien, et l'explosion d'un engin explosif improvisé sur l'axe Téini-Togolokai au passage d'une patrouille de reconnaissance des forces armées de Côte d'Ivoire le 12 juin 2021 qui a fait 3 morts, dont 1 gendarme et 2 militaires, ainsi que 6 blessés. Le président de la République a fermement condamné ces différentes attaques et encouragé les forces de défense et de sécurité à redoubler de vigilance et à poursuivre de façon résolue leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a par ailleurs présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité un propre rétablissement à tous les blessés. Le chef d'état-major général des armées a également informé le Conseil national de sécurité des actions en cours visant à renforcer les capacités et l'efficacité de la zone opérationnelle Nord créée pour lutter contre le terrorisme le long de la frontière avec le Burkina Faso et le Mali. Ces actions portent notamment sur l'augmentation des effectifs, la mise à disposition d'équipements et de matériel adaptés à la lutte contre le terrorisme et la mise en place d'un système renforcé de renseignement. Aussi, le président de la République a-t-il instruit le ministre d'État, ministre de la Défense, à l'effet de finaliser dans les meilleurs délais toutes ces actions jugées pertinentes. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé jeudi dernier une réunion du Conseil national de sécurité sur la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire, face notamment aux attaques terroristes au nord du pays. Selon le communiqué de la présidence, l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire, le déroulement de la campagne de vaccination contre la maladie et la lutte contre l'orpaillage illégal étaient au centre de cette rencontre importante. Alors quel est le bilan de ce Conseil national de sécurité et les décisions arrêtées? On en parle avec le directeur général de l'intelligence d'Abidjan, Wakili Alafé. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Et Félix Boni, journaliste chroniqueur. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatine. Alors messieurs, cette réunion du CNS a traité la question sécuritaire sous le prisme des attaques terroristes. Est-ce le signe que la situation devient particulièrement préoccupante à ce sujet? Wakili Alafé.
particulièrement préoccupante. Peut-être le mot particulièrement, on peut peut-être l'extraire, mais la situation est préoccupante. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des populations traumatisées, il y a des incursions dans le pays, mais il y a surtout il y a eu moins d'incursions. C'est les conséquences de l'incursion passée là avec les engins explosifs là que nous continuons de subir. Donc lorsque l'on regarde ça, lorsqu'on voit les derniers développements, on ne peut pas s'inquiéter davantage par rapport à l'assaut qui s'était passé précédemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles incursions, c'est les conséquences des incursions précédentes que nous continuons de subir. C'est préoccupant, mais je pense que ça interpelle sur les mesures technologiques à prendre, notamment le Conseil national de sécurité l'a dit et le chef d'État a donné des instructions. Il faut renforcer les moyens technologiques. Je pense que les explosifs, là, ces engins, il y a des moyens de les détecter à distance et puis peut-être de les détruire pour éviter que des véhicules passent là-dessus, explosent et tuent des personnes. Alors, je réitère la question sur l'aspect préoccupant de cette question, puisqu'on sait que généralement les attaques vont crescendo dès que les terroristes arrivent à s'infiltrer dans un État. Oui, on peut dire que la situation est préoccupante parce que quand on regarde les délais entre les premières attaques et la dernière attaque notamment qui a lieu le 7 juin, je crois qu'il y a à peine 5 jours entre les deux attaques. Donc, on peut dire que la situation est préoccupante parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Et la préoccupation même, c'est le fait même que ces attaques sont localisées dans une zone bien précise. C'est pratiquement dans la même zone, le nord-est de la Côte d'Ivoire, qui est, j'allais dire, harcelée chaque fois par ces personnes, ces assaillants sans visage, et ça devient préoccupant. Mais si on prend la dernière attaque jusqu'à ce jour, on est quand même à un mois où on n'a pas encore eu d'attaque. On peut dire que certainement la situation est stabilisée. C'est préoccupant, mais elle est certainement stabilisée. Et on peut se dire à se réjouir de ce que pendant un mois, il n'y a pas encore eu de bruit. Alors, chef d'état-major général, vous l'avez dit, des armées, a fait plusieurs annonces, notamment l'augmentation des effectifs, la mise à disposition d'équipements et de matériel adapté et la mise en place d'un système renforcé de renseignement. Messieurs, est-ce suffisant ? On ne peut pas dire que c'est suffisant, puisque ça n'empêche pas qu'il y ait des incursions, qu'il y ait eu des incursions, et puis les conséquences continuent. Donc, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que le Conseil national de sécurité a demandé de renforcer justement les moyens technologiques. C'est important, les moyens technologiques. Moi, la zone est difficile d'accès. C'est un peu comme dans peut-être le Sahel où il y a des zones inhabitées. Mais lorsque on renforce les moyens technologiques, les moyens dont nous disposons aujourd'hui, ça coûte certes très, très, très cher, mais je pense que si l'accent est mis sur la question, peut-être on peut beaucoup avancer. C'est-à-dire que des systèmes qui permettent de détecter, même dans la forêt, dans cette zone de la Comoé, des mouvements de personnes à des endroits, mettre des capteurs, tout ça, ça coûte cher. Dans la forêt, il faut mettre des capteurs, il faut mettre des caméras, suivre tous les mouvements, et puis les drones intelligents. Et il faut mettre tous ces moyens-là pour identifier les déplacements de personnes dans les zones suspectes. Bien entendu, il est évident que ce qui a été fait jusque-là n'est pas suffisant parce que ça ne nous met pas totalement à l'abri. Encore que même dans les pays très, très développés qui ont toutes ces ressources-là, bon, il y a toujours ce type d'action qui arrive à se faire. Donc, il n'y a pas de sécurité absolue ou parfaite à 0% des risques. À côté des moyens technologiques, je saisis au bon le dernier développement à la FE en parlant de moyens technologiques des pays les plus puissants qui n'arrivent quand même pas à déjouer ces attaques imprévues. Moi, j'insiste sur les moyens humains. Quand je parle des moyens humains, c'est vrai, il faut renforcer l'effectif de l'armée parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit distrait, qu'on rabatte toute notre force dans une zone et qu'un matin, on se retrouve aussi surpris au sud ici. Mais les moyens humains, c'est ce que le CNS a parlé de la mise en place d'un système renforcé de renseignement. Je crois que le renseignement est suffisamment un moyen très adéquat pour déjouer ces genres d'attaques.
il faut impliquer les populations dans la lutte contre le terrorisme. Chacun doit être lui-même son propre gardien et le gardien de la nation. Parce que on se connaît, dans chaque région, les gens se connaissent. Lorsqu'il y a des mouvements suspects, il faut pouvoir les signaler pour qu'on puisse anticiper, savoir qui sont ces personnes qui circulent à visage inconnu. Et tout ça, ça doit participer d'une certaine collaboration entre les populations et leurs forces armées. Parce qu'on a beau avoir les moyens techniques et technologiques les plus sophistiqués, si les renseignements ne permettent pas d'anticiper, on ne sera jamais à l'abri des surprises. Et donc, moi, j'insiste effectivement sur les moyens humains. Aux côtés des moyens humains, il y a également aussi la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté participe également de l'occupation de la jeunesse, parce que c'est l'oisiveté qui fait que ces personnes peuvent recruter dans nos zones. La dernière attaque, c'était à Touba, là où il y a eu la pose d'explosifs. On ne sait jamais si c'est des nationaux qui ont été enrôlés, recrutés, des recrues qui ont posé cet explosif, ou si c'est des gens qui sont venus d'ailleurs. Je crois qu'il faut faire en sorte qu'on n'ait pas un terrorisme endogène en Côte d'Ivoire. Mais justement, que sait-on de ces assaillants ? Quelles sont les informations dont on dispose ? Mais très peu, puisque tout le monde dit qu'ils sont des assaillants non identifiés, des personnes non identifiées. Mais par rapport à ce qu'il a dit, un problème se pose. Est-ce que on peut... Comment identifier un assaillant? Parce qu'en général, il y a deux cas. Le premier cas, c'est des kamikazes. Ils viennent pour mourir. Donc, ils arrivent d'un coup et puis, bon, si on les prend, ils s'en foutent et ils partent. Maintenant, le second cas, on a beau avoir une population vigilante qui coopère, ces assaillants, ces terroristes essaient d'être des personnages normaux, comme vous, comme moi. Ils essaient de se fondent dans la masse, dans la foule. Ils mènent une vie normale. Ils mènent une vie normale et ils ne donnent rien pour penser que, d'ailleurs, vous avez vu, il faut justement qu'on soit hyper vigilant. Vous avez vu ceux qui ont attaqué peut-être à Bassam, ceux qui... Donc, ils arrivent, ils ont une pièce d'identité. Maintenant, aujourd'hui, tout est à puce, tout est numérisé. Peut-être il y a la traçabilité, les gens sont recherchés, etc. Mais en dehors de cela, il vient, il a une pièce d'identité comme tout le monde, il a un passeport, il voyage, il prend le cas, on contrôle. Et là, il a tous les d'un citoyen normal ou d'un ressortissant normal de la CEDEAO ou d'un Africain normal. Rien en lui ne montre qu'il est suspect, que c'est un terroriste en puissance. Et c'est ça la difficulté. Je ne sais pas si on peut former des chiens, comme on a formé des chiens pour le coronavirus, pour la drogue ou autre, s'il y a le profil du parfait assaillant terroriste, si on peut former peut-être des chiens pour détecter à l'intérieur des terroristes qui bougent leurs pensées, je ne sais pas. Il faut réfléchir à tout ça et ne rien exclure. Peut-être que sans parler à la place de Félix Boni, peut-être qu'il y a aussi des nouveaux venus dans des secteurs précis. Il y a peut-être aussi la survenue de profils ou de personnalités, de nationalités différentes qui peut-être peuvent alerter. Dans un village, les gens ils se connaissent tous. Dans un quartier, les gens ils se connaissent. Quand il y a une personne nouvelle dans le quartier, il faut pouvoir avoir l'œil sur la personne. S'il y a un individu nouveau qui fréquente votre lieu de culte, vous regardez un peu ce comportement, qui est cet individu, d'où vient-il et que fait-il, quelle activité mène-t-il au quotidien, quel est son programme, son agenda quotidien. On suit ces personnes-là de près. Une fois que les populations sont impliquées dans les villages, dans les différentes localités, je crois qu'il est possible quand même de détecter les mouvements suspects d'individus venus d'ailleurs et qu'on ne connaît pas, et dont on ne connaît réellement pas l'activité, qui peut-être peut traîner, qui n'a pas de plantation, qui n'a pas de kiosque qu'il gère quelque part, et qui est là, qui n'a pas une activité réelle, mais qui arrive quand même à vivre. Où est-ce que vous habitez? Qui est votre tuteur? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je crois qu'il y a des mécanismes quand même qui peuvent vous permettre à la base de pouvoir détecter des mouvements suspects. Alors, monsieur, autre sujet, mais on va peut-être faire le parallèle entre ces deux sujets, puisqu'il a été aussi question de la lutte contre l'orpaillage illégal. Mais suite, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, suite à l'attaque de Solane au Burkina Faso, dans la nuit du 4 au 5 juin, le gouverneur de la région du Sahel avait suspendu les activités d'orpaillage. Et selon une étude de l'Observatoire économique et social, ces sites servent à financer le terrorisme. Messieurs, y a-t-il un lien avec les mesures prises par le CNS ou c'est vraiment deux problématiques distinctes selon vous? Moi, je pense que le CNS n'a pas fait de lien. Non.
deux problématiques distinctes, mais l'orpaillage clandestin lui-même pose problème de santé, problème sur l'environnement et puis problème de sécurité à un certain niveau. Mais il n'est pas exclu que les ressources extraites de cet orpaillage puissent aider à financer des activités illégales, puisque même c'est une activité illégale. Donc ça peut continuer à financer des activités illégales, illicites et pourquoi pas terroristes. Donc c'est une possibilité. Voilà. Moi, je vais au-delà même du financement du terrorisme, mais l'orpaillage clandestin, pour moi qui suis allé faire une investigation pour voir comment ça se passe, si vous arrivez dans une zone d'orpaillage clandestin, vous découvrez une quarantaine, une cinquantaine d'individus inconnus qui viennent de pays de la CEDEAO, qui sont des gens qui creusent, des gens qui assurent la sécurité, qui sont armés. Mais je crois que c'est un moyen assez facile d'infiltrer, j'allais dire, les populations avec des terroristes qui ont peut-être la nuit ou la journée sont des orpailleurs clandestins, mais qui la journée étudient nos localités pour pouvoir poser les explosifs ou bien même étudier les endroits pour pouvoir mener leur activité terroriste. Il y a toute une population qui est autour de l'orpaillage clandestin. Ce ne sont pas les jeunes de nos différentes localités qui font l'orpaillage, mais ce sont des gens qui sont venus de pays voisins et dont on ne maîtrise pas l'identité. Et c'est une catégorie de jeunesse qui franchit la frontière pour entrer. Donc il faut faire attention. Je crois que le CNS certainement ne dit pas tout. C'est quand même le Conseil national de sécurité. Mais il peut bien avoir un lien quand on décide de créer une brigade pour réprimer cette pratique qui malheureusement détruit effectivement l'environnement et la faune et la flore dans notre pays. Mais justement, au-delà de l'aspect terroriste dont on vient de parler, le Conseil national de sécurité parle des effets dévastateurs des exploitations minières artisanales clandestines. Quelles sont les principales conséquences de ce phénomène alors? Moi j'en parle, lui parler la faune, la flore, nos lagunes, les plans d'eau, et voilà, et puis sur la santé, parce que après l'eau qui est récupérée par les populations riveraines proches des exploitations, les mauvaises odeurs, et vraiment les conséquences ne sont même pas discutables. C'est totalement désastreux pour l'environnement et ensuite pour la santé des populations, sans compter que ça détruit les cultures traditionnelles et donc les gens ne peuvent plus avoir les cultures pour leur quotidien et l'activité agricole disparaît et la pauvreté est là et les jeunes deviennent désœuvrés, ils attendent des ressources de ça, ils n'ont que des miettes. Donc c'est c'est quelque chose qui est totalement nocif et il faut y mettre fin. Moi, je pense que on ne comprend pas, j'ai l'impression aussi, c'est vrai, au-delà de ce que dit, il y a l'invasion, entre guillemets, il y a les populations étrangères non ivoiriennes, on nous dit il y a quelques Asiatiques, mais il y a des Ivoiriens qui s'y adonnent. Bien sûr. Voilà, donc il ne faut pas oublier cet aspect et il y a cette tentation l'argent facile, c'est quoi, la pas du gain? Facile, mais c'est désastreux, ça détruit notre environnement et il faut que les gens arrêtent cette façon de faire et se constituent en coopérative, fassent de véritables prospections, recherches, demandent des permis et arrêtent cette manière de chercher l'or. Alors, le CNS a autorisé la création d'un groupement spécial de répression de l'orpaillage illégal de 560 éléments, dont 460 gendarmes et 100 agents des eaux et forêts. Ils ont spécialement équipé pour intervenir sur l'ensemble du territoire. Messieurs, est-ce que ces dispositions pourront permettre d'assainir ce secteur ? Je vais juste ajuster quelque chose et je réponds à votre question. Allez-y. L'orpaillage, aujourd'hui, la famine commence à frapper aux portes dans certaines régions parce que les jeunes désœuvrés attendant les prébendes de l'orpaillage ne font plus les travaux champêtres et de plus en plus dans des régions grandes productrices de vivriers et de produits d'alimentation, de plantations, ne font plus rien, ils se désœuvrent, ils attendent cet argent pour aller s'asseoir pour boire de la bière, des boissons frelatées un peu partout. Je le dis parce que j'ai investigué un peu sur ce phénomène et c'est vraiment désolant. En ce qui concerne les éléments, les mesures prises par le CNS, le groupement spécial de répression, franchement, c'est une bonne mesure, mais moi, j'ai un peu de réserve lorsqu'on crée chaque fois des forces spéciales qui après se transforment même en force d'accompagnement de tous ces phénomènes parce que la corruption aidant,
Je vous le dis très bien, l'orpaillage qui se déroule dans les régions n'est inconnu de personne. Les agents des eaux et forêts, la gendarmerie, tous ceux qui sont là, tout le monde, chacun y tire quand c'est des prébendes. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Je crois que c'est tellement bien connu dans les villages, les jeunes en vivent tellement que si les forces de sécurité qui sont dans nos différentes régions veulent combattre, veulent appliquer la loi, elles ont tous les moyens d'appliquer la loi. Elles savent même où se trouvent les points d'excrétion. Donc, ce n'est pas ce dispositif qui va inverser la tendance, à vous écouter. Je ne crois pas trop à ces dispositifs parce que parfois, elles ont donné des résultats contraires. Il nous reste quelques minutes. On va basculer sur le dernier sujet traité dans le cadre de ce Conseil national de sécurité. C'est bien sûr l'évolution du coronavirus dans notre pays. Et le ministre en charge de la Santé a également affirmé que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 757 123 doses de vaccins ont été administrées à la date du 29 juin et 76 603 personnes ont reçu les 2 doses. Monsieur, que vous inspire ce bilan, le bilan de cette campagne de vaccination? Je pense que ça devrait être plus. Pour moi, l'engouement a baissé. Je note aussi que le communiqué dit que l'état d'urgence sanitaire est maintenu. Tout à fait. Mais on a plutôt l'impression qu'on est revenu à une vie normale. On est revenu à une vie normale et on n'a pas l'impression de vivre l'état d'urgence sanitaire, puisque les mesures de l'état d'urgence, certaines mesures fortes de l'époque ont disparu. Donc il faut peut-être, au-delà de ces communiqués-là, maintenir les messages et puis faire des actions ciblées. Et comme le communiqué en plus a dit, les vacances, les mouvements de personnes, les nouveaux variants qu'on découvre doivent interpeller et donc il faut maintenir la sensibilisation. Et je me dis que le taux de vaccination et les doubles doses, ce n'est pas très encourageant. Surtout qu'il semble que les doses étant devenues périmées ou les secondes doses n'ayant pas été bien vite programmées, il y a eu peut-être une période de flottement et de rupture, de sorte qu'on a 797 000 personnes vaccinées des premières doses et le taux de deuxième dose est de 10% par rapport à ça. Donc il y a un problème. Alors, pour renforcer la sensibilisation. Par rapport à la vaccination, on a encore des différentes doses qui sont parvenues et qui vont continuer à arriver dans notre pays. Messieurs, on se souvient que ces vaccins ont fait face à des critiques, certains à l'étranger. Pourquoi n'y a-t-il pas de débat public sur la question en Côte d'Ivoire, au-delà de la campagne de vaccination? Qu'est-ce que nous maîtrisons réellement techniquement en ce qui concerne ces vaccins? Si le débat même fait rage au niveau de ceux-là même qui ont les laboratoires pour produire ces vaccins en Europe, nous, on n'est pas producteur de vaccins, donc on est preneur de tout ce qui est... On doit subir, accepter? Je crois qu'on est obligé d'accepter tant que ceux qui les fabriquent disent que c'est bon et que dans les normes, on voit qu'il y a une majorité qui utilise. On suit la loi de la majorité. On n'a même pas de moyens pour détecter que le vaccin est bon ou mauvais ou ceci. Donc, on ne peut pas faire le débat public en Afrique, d'autant plus qu'aucun pays africain n'a trouvé de vaccin. Donc, du coup, on subit, on regarde. Donc, on est mal placé pour s'interroger. On est mal placé pour s'interroger. On regarde, les autres, ils l'utilisent, et puis on se dit, OK, s'ils utilisent, qu'ils sont encore en vie, c'est que nous aussi, on peut l'utiliser. Mais je pense que c'est cela qui participe, j'allais dire, au manque d'engouement des populations. Ce n'est pas un phénomène ivoirien, c'est partout en Afrique. Et il est vraiment difficile de convaincre les Africains d'aller, parce que les opinions ont déjà intoxiqué les esprits en faisant croire qu'on va venir nous inoculer d'autres virus. Donc c'est vraiment très difficile. Ce n'est même pas un phénomène ivoirien, mais purement africain. Pour revenir, dernier mot sur ce que disait Waky Alafé, on sent une baisse de vigilance de la part de la population, à l'extérieur, dans la rue. Comment l'expliquez-vous? Les gens pensent vraiment que le coronavirus est derrière nous pour avoir cette attitude de négligence visible à l'œil nu? On va le dire, mais très vite, pour dire que vous dites on ne fait pas le débat, mais là on est en train de le faire, même si on a trois choses, on le fait quand même. Mais vous voyez, il y a deux niveaux de réaction. Il y a la complotite, vous voyez l'histoire des portables qui collent. Oui, le magnétisme. Donc il y a ça, on ne peut pas faire de débat sur souvent ces fake news, cette théorie du complot, qu'on nous a inoculé des choses. Maintenant, le reste, je crois que c'est l'Union européenne, les pays européens, qui ont dit
les doses AstraZeneca à venir en Afrique n'ont pas été homologuées, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Il y a ça. Maintenant, pour le reste, oui, des gens continuent de dire que la maladie n'existe pas. Il y a eu Ebola, on n'a pas eu de cas ici. Des gens sont convaincus qu'on a eu, on nous a trompés. Mais ils ont continué pendant de dire que ça n'existe pas. Mais il faut faire avec, mais le gouvernement doit faire sa part. Vous, nous, on doit sensibiliser et puis prendre des mesures. Et peut-être montrer l'exemple, parce que quand il y a plusieurs événements qui se déroulent sur la place publique, on voit bien que personne personne ne respecte les mesures barrières qu'on impose. Mais lorsqu'on sensibilise et qu'on se retrouve à des événements publics où aucune personnalité présente ne porte de masque, ne donne pas, il n'y a pas d'exemplarité pour que les gens puissent suivre. Et finalement, les gens ils font des statistiques, ils disent, mais quand on regarde les chiffres, coronavirus a tué moins de 400 personnes, alors que si on regarde peut-être sur la même période, les accidents de circulation seulement ont tué peut-être 3000 personnes. Donc finalement, le corona est un phénomène comme tout autre. C'est une maladie comme le paludisme. Et donc finalement, les gens ils se font des idées. En tout cas, c'est ce qu'on attend et ils se disent, mais écoute, on n'a pas besoin de... Voilà, eux-mêmes qui nous disent de prendre des masques, ils n'en prennent pas. Ils sont à tel meeting, ils sont à telle activité publique, ils sont parrains de telle activité. Et donc finalement, il faut que ceux qui donnent... En tout cas, les autorités soient les premières à donner l'exemple pour que les populations suivent. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci pour tous vos éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que le Conseil national de sécurité a décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 décembre 2021. Bonne suite des programmes sur RTI 1.